Webinaire de la SFPT. Donc, nous allons rester ensemble pendant 1 heure avec 3 interventions, un mot introductif de notre président, Dominique de Planck, et suivi par 2 exposés thématiques, un sur les mécanismes moléculaires des actions des antiviraux et un second sur les interactions médicamenteuses. Donc, je passe tout de suite la parole au président de la Société française de pharmacologie et thérapeutique, le professeur Dominique de Planck. Merci Jean-Luc. L'introduction sera brève. Je vois qu'on est déjà à plus de 70 personnes connectées pour ce nouveau webinaire de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. La crise sanitaire a été en effet le moment de développer un certain nombre d'actions, notamment on peut souligner l'action autour de l'information sur le médicament que l'on a dénommé Pharmacovid, qu'on pensait faire pour quelques semaines et qui est toujours en cours et très active. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se pencher sur les antiviraux, plus spécifiquement sur l'association Nirmatrelvir-Ritonavir, donc le Paxlovid, qui sera mis à disposition probablement dans les prochains jours et pour lesquels se posent différentes questions que nous ne pourrons pas tout aborder aujourd'hui, puisqu'on va se focaliser en effet sur les bases moléculaires des antiviraux et probablement un peu plus spécifiquement sur ce nouvel antiviral. Et puis, ça sera Astrid Vabré et Florian Lemaître qui a conduit un travail important en interaction avec le groupe de suivi thérapeutique pharmacologique et le réseau des CRPV sur la prévention des interactions médicamenteuses que l'on pourrait attendre de l'utilisation de ce médicament, notamment en raison de la présence de ritonavir dans l'association. Et c'est pour rappeler que déjà, depuis quelques jours, est mise en ligne des recommandations qui permettront d'adapter au cas par cas les différents traitements si l'indication de Paxlovid se profile. Donc voilà, j'espère. Alors, dernier point qui ne sera pas abordé, et je sais que notre collègue, le professeur Montastruc, Jean-Louis, tient fort à rappeler qu'on manque de données cliniques sur ce produit. En effet, les données définitives ne sont pas encore rendues totalement publiques. Il n'y a pas encore de publication sur les résultats de l'essai qui a permis l'autorisation de mise sur le marché au niveau des États-Unis et en Europe. Gageons que nous puissions les avoir prochainement. C'est certainement pour nous très important de disposer de l'ensemble des données cliniques de l'évaluation des médicaments. Nous resterons fortement attentifs à ce sujet et diffuserons toute information jugée nécessaire pour le meilleur usage de ce traitement chez les patients à risque de forme sévère. Voilà, je laisse la parole dès maintenant au professeur Astrid Vabré de Caen qui va nous faire un résumé sur les bases moléculaires des antiviraux. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci pour cette invitation. Donc, je vais être obligée de faire de la virologie et un peu de virologie, le cycle de réplication, pour vous montrer quels sont les moments du cycle de réplication où ces antiviraux peuvent intervenir. Vous pouvez passer. Donc là, bon, vous pouvez passer. Pas de conflit d'intérêt. Alors, en introduction, c'est juste pour vous montrer que les coronavirus, c'est des virus anciens qui sont divisés en 4 genres qu'on nomme alpha, bêta, gamma et delta. Les alpha et les bêta coronavirus infectent essentiellement les mammifères, dont l'homme, et les gamma et delta infectent essentiellement les oiseaux. Et si on regarde de plus près, donc il y a un spectre d'autres qui est extrêmement large, et si on regarde de près les bêta-coronavirus, il a été subdivisé en 4 sous-genres. Donc là, vous en avez 3. Vous avez les mbécovirus qui comportent les virus qui infectent l'humain, mais qui sont des virus qui sont dans notre population depuis très longtemps, qui sont endémo-épidémiques. Les merbécovirus qui comportent le MERS coronavirus, qui est un virus qui n'en finit pas d'émerger depuis 2013 dans la péninsule arabique, qui a un taux de mortalité apparente de 38%, mais qui n'arrive pas à diffuser de façon efficace d'homme à homme. Et puis, à côté, vous avez le sous-genre des SARS-bécovirus, qui comprend le SARS-CoV de 2003, le SARS-CoV-2 et des SARS-CoV-like qui sont identifiés chez les chiroptères. Alors, je vous montre ça.
pour vous dire que quand dans le design en fait, des antiviraux, on peut s'adresser vraiment qu'au SARS-CoV-2 ou plus largement au sarbecovirus. Si on a des cibles qui sont relativement conservées dans le sous-genre, c'est un peu plus difficile d'aller faire des antiviraux, on va dire, très génériques, qui incluraient par exemple le MERS coronavirus. Suivante. Donc, ça c'est une diapositive juste pour vous dire que bon, pour les coronavirus qui circulent chez l'homme depuis très longtemps, il n'y a aucun traitement, aucun vaccin qui n'a été développé dans la mesure où l'impact en fait en clinique est considéré comme peu significatif en termes de gravité. Les premiers développements ont commencé en 2003 avec le SARS-CoV, ils ont été stoppés, puis repris avec le MERS-CoV en 2013, puis stoppés. C'est pour vous dire que personne ne croyait à l'émergence d'un coronavirus. Et donc là, on avait déjà quelques connaissances et surtout une amélioration de la connaissance du cycle des coronavirus quand le SARS-CoV-2 a émergé. Suivante. Donc là, actuellement, on a des antiviraux qui sont uniquement recommandés chez les hospitalisés. C'est le Remdesivir que vous devez très bien connaître. En ambulatoire, pour traiter des infections qui ne sont pas encore sévères, on a les anticorps monoclonaux, donc, qui est une prescription restreinte. On verra leurs limites. Et en fait, le concept du traitement antiviral, c'est de frapper fort et de frapper tôt. Frapper tôt, ce qui est compliqué dans une infection aiguë, qui nécessite un diagnostic virologique. En fonction des laboratoires, on peut mettre jusqu'à 2-3 jours pour avoir un résultat. Il faut que le traitement soit précoce, la voie d'administration facile, si possible féroce, et la logistique donc de mise en place doit être faisable. L'idée, c'est de prévenir la progression de l'infection vers une forme sévère en favorisant la clearance précoce du virus. Même si ce sont des traitements de courte durée, il ne faut jamais oublier que le virus est capable de faire émerger des variants résistants. Donc ça, c'est une autre problématique. Suivante. Donc, une des caractéristiques majeures des coronavirus, c'est d'avoir comme génome le plus grand ARN viral que l'on connaisse. Ces virus appartiennent à un ordre, l'ordre des nidovirales. Dans cet ordre, il n'y a que les coronavirus qui infectent les humains. Les autres, il n'y a pas de représentants de virus humains. Et vous voyez que ce sont les coronavirus qui ont le plus grand génome. Suivante. Alors, tous ces virus ont la même structure de génome et la même stratégie de réplication. Et c'est une molécule d'ARN positive, orientée 5', 3'. Et les deux premiers tiers du génome comportent deux cadres de lecture, l'ORF 1A et 1B, qui va donner lieu qui va être traduit en un polypeptide. Et ce polypeptide va comprendre toutes les enzymes qui vont être impliquées dans la transcription-réplication du virus. Donc, vous voyez qu'au cours de l'évolution, le génome des coronavirus a grossi par acquisition de gènes, ce qui fait que ce sont des virus qui ont optimisé leur capacité d'adaptation, d'évolution et qui ont un équipement enzymatique qui est très important. Ça représente à peu près 20 000 nucléotides, c'est à peu près 2 fois HIV. Donc, des virus qui sont particulièrement bien équipés. Vous voyez entouré en noir l'acquisition notamment d'une protéine, enfin d'une enzyme qui est la NSP protéine non structurale 14, qui permet au virus de maintenir un génome ARN de cette taille. Suivante. La difficulté pour un ARN de grande taille, c'est de se maintenir dans la nature, parce que les ARN viraux sont répliqués par des ARN polymérases, ARN dépendantes, qui ne corrigent pas leurs erreurs lors de la copie, et vous avez en fait une réaction triangulaire entre la taille du génome, la complexité du génome et la fidélité de réplication. Pour les génomes à ADN qui sont donc à l'extérieur de ce triangle gris, vous avez des génomes de grande taille qui sont complexes et qui se répliquent de façon assez fidèle. Au centre, en gris clair, vous avez les génomes ARN de petite taille, qui sont petits, peu coronavirus, ont la capacité, en étant très grands, d'avoir une position intermédiaire, c'est-à-dire de
comment dire, d'avoir une très grande taille, donc une possibilité d'évolution très importante, en corrigeant un petit peu les erreurs. Donc ça, c'est une caractéristique unique dans le monde viral. Suivante. Donc, voilà, je vous rappelle qu'un virus, c'est les virions, les particules virales et les cellules infectées. Les cellules infectées sont, jusqu'à preuve du contraire, des virus. Et donc, les cellules infectées, c'est la cible majeure des antiviraux. Les antiviraux vont agir sur les cellules infectées. Suivante. Alors, donc, on en arrive au cycle de réplication. Le virus va rentrer dans sa cellule cible via son récepteur qui, vous le savez, est l'ACE2. Donc, il y a des possibilités thérapeutiques à ce niveau-là. Il y a ensuite des possibilités thérapeutiques lorsque le virus va se répliquer et au moment de la transcription et de la réplication. Pour les coronavirus, tout se passe dans le cytoplasme. Les coronavirus ne vont pas dans le noyau des cellules. Et puis, la troisième phase, c'est la maturation des protéines virales produites et on va dire l'empaquetage et l'assemblage des particules virales pour aller infecter d'autres cellules. Ce qu'on appelle donc les phases tardives du cycle. Suivante. Alors, au niveau de l'entrée, vous savez, le virus utilise pour l'entrée cette fameuse protéine S qui doit aller rencontrer le récepteur et l'entrée dans la cellule va se faire soit au niveau de la membrane cellulaire, soit en utilisant la voie endosomale. Donc, pour tous les virus enveloppés, c'est un petit peu la même chose. Le mode d'entrée qui est favorisé est peut-être pour les coronavirus la voie d'entrée par la membrane plasmique du fait de l'expression de la TMP-RSS2, de sérine protéase, par un certain nombre de cellules infectées qui permet d'activer l'entrée et la fusion des membranes en clivant la protéine de surface. C'est au niveau de cette entrée, donc comment on peut empêcher l'entrée, soit en bloquant S, l'attachement, on va le voir, c'est les anticorps monoclonaux, soit en bloquant le clivage de la protéine S, et ça, ce clivage, il est fait par des protéases cellulaires. Suivante. Donc, on va détailler juste un petit peu la protéine S, qui, vous le voyez, est une protéine de fusion type avec, donc, qui est trimérique. Chaque monomère est formé par une partie glomérulaire qui comporte en jaune la partie qui se lie au récepteur, qui est le RBD pour Receptor Binding Domain, qui comporte lui-même le RBM, qui est en haut à droite, avec en rouge les positions en acide aminé qui se fixent à l'ACE. Et en fait, cette région jaune comporte également 90% des épitopes neutralisants, donc qui vont générer les anticorps protecteurs, et c'est surtout la partie qui est donc la plus soumise aux pressions immunitaires et qui portent les sites de diversité. Vous avez en bas à droite l'exemple d'Omicron, où vous avez l'ensemble des mutations versus donc, le virus original de Wuhan. La partie tige de S, c'est la partie qui comporte en vert le peptide de fusion, et donc S1 et S2 doivent être clivés pour entrer. La suivante. Alors, si on empêche le clivage, le clivage est réalisé donc soit par des furines, un petit peu de catepsine, et puis ces fameuses sérines protéase 2 qui sont exprimées dans beaucoup de tissus épithéliaux qui sont les tissus cibles du SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 est particulièrement bien équipé pour entrer dans les cellules car il comporte en plus des sites furines qui sont communs au SARS-CoV et au MERS-CoV, et à beaucoup de coronavirus, l'insertion de 4 acides aminés qui est vraiment spécifique au SARS-CoV-2 et qui fait que quand ce virus a émergé, il était particulièrement fit pour entrer dans les cellules. Donc là, je ne vous apprendrai pas que beaucoup d'inhibiteurs ont été étudiés, aucun n'est arrivé à la phase finale, même au niveau des sérines protéase 2, que ce soit le camostat ou le nafamostat. Pourtant, ça serait une bonne voie puisque ça permettrait d'inhiber de façon un petit peu générique l'entrée des virus enveloppés. Et on pense tout de suite, par exemple, à des anti-grippes où on peut aller même plus loin, tous les virus respiratoires. Donc, cette voie d'empêcher le clivage n'a pas pour l'instant abouti. Suivante. Donc, vous avez les anticorps neutralisants qui sont des anticorps qui sont essentiellement dirigés contre le RBD,
qui doivent être donc administrés très tôt. Le problème, c'est qu'ils sont essentiellement par voie parentérale, donc la logistique est difficile à mettre en place. Ils sélectionnent très rapidement des mutants s'ils sont tout seuls, d'où on aime bien donc les associations. Et ils sont surtout utilisés en curatif précoce ou en pré-exposition ou post-exposition chez les personnes qui ne répondent pas à la vaccination, donc essentiellement les immunodéprimés. Donc, vous avez une dizaine de molécules, là, que vous avez en dessous, qui ont été développées. Alors, qu'en est-il actuellement avec les virus circulants? Les suivantes. Quand Omicron est arrivé, en fait, Omicron porte énormément de mutations, ne dérive pas du Delta, hein, il provient d'un lignage un petit peu plus ancien. Et en fait, là, vous avez l'activité de neutralisation et de liaison des anticorps neutralisants à Omicron. Et vous voyez que seul le sotrovimab a une IC50 qui est multipliée uniquement par 3 et qui est l'anticorps monoclonal le moins affecté par les mutations portées par Omicron. Il y a une efficacité possible de l'Evusheld, mais les cliniciens nous disent que c'est compliqué avec les comorbidités à prescrire. Et donc, le sotrovimab est pour l'instant le mieux placé. Le sotrovimab a été en fait designé à partir de plasma convalescent de patients infectés par le SARS-CoV-1, de celui de 2003. Donc, vous voyez, les anticorps monoclonaux, c'est assez difficile à manier et on a toujours l'arrivée très rapide de variants résistants. Suivant. Donc, en fait, on va passer à la phase réplication-transcription. Suivant. Donc là, vous avez le schéma du génome. Donc, vous avez vu 5', 3', vous avez une séquence leader en 5', 2 cadres de lecture qui ont un chevauchement, un saut de phase d'une efficacité de l'ordre de 30%. Et vous avez ensuite l'enchaînement des gènes qui vont coder les protéines de structure et d'autres protéines non structurales et qui sont séparées par ces petits points-là, qui sont des séquences intergéniques régulatrices de la transcription. Suivante. Donc, les 2 premiers cadres de lecture vont générer 2 polypeptides. Ces polypeptides comportent 16 domaines qui vont coder pour 16 protéines non structurales qui vont former le complexe de réplication. Ce polypeptide, il va être produit dès que le virus est rentré dans la cellule et il va ensuite être clivé par des protéases qui ne sont pas des protéases cellulaires, qui sont des protéases virales très professionnelles qui vont cliver ce polypeptide au moment et à l'endroit voulu. Et vous avez la NSP5 qui est la main protéase qui va cliver ce polypeptide de NSP4 à NSP16 qui a une activité de clivage hyper spécifique, non partagée avec les protéases cellulaires, donc une excellente cible pour les antiviraux, et qui présente à peu près 96% de similarité entre le SARS-CoV de 2003 et le SARS-CoV-2. Donc, qui pourrait éventuellement avoir une activité contre les SARS-bécovirus. Donc, c'est la cible majeure des antiviraux et notamment du Paxlovid. Vous avez une autre protéase, la NSP3, qui va cliver les 3 premiers NSP1 et NSP3, dont le rôle est moins bien connu. Donc, en fait, la meilleure cible, c'est NSP5. Alors, je ne vais pas avoir les suivantes. Je ne vais pas avoir les animations, ce qui va être compliqué. Donc là, le cycle de réplication des coronavirus, il est un peu hypothétique. Je vais vous présenter la meilleure des hypothèses. La difficulté, c'est que dans la cellule infectée, on se retrouve avec l'ARN génomique, l'antigénome, donc polarité négative, et une série d'ARN subgénomiques de taille décroissante, de polarité positive et négative, qui présentent, tous ces ARN subgénomiques ont la même extrémité 5' et la même queue polyA, formant le fameux set, le fameux nidus, d'où le nom de nidoviral. Et en fait, à partir des ARN subgénomiques messagers, seul le gène qui est en aval de la séquence leader en 5' va être traduit. Ce qui veut dire qu'au cours du cycle de réplication, les protéines virales ne vont pas être
vont pas être issues du clivage d'un grand polypeptide, mais vont être produites séparément et traduites à partir d'ARN messagers différents. Suivant. Alors là, j'ai pas la. C'est dommage parce que je n'ai pas la. J'avais fait une animation. Donc, la première des choses qui se passe quand le virus est rentré dans la cellule, il se décapside, l'ARN est traduit et la première chose qui est traduite, c'est les 2 premiers cadres de lecture. On a donc un polypeptide qui va être clivé et on va voir les différentes NSP que je vous ai montré tout à l'heure et qui vont s'assembler pour faire le complexe de réplication de transcription. Donc, si on inhibe la protéase qui permet le clivage de ce polypeptide, il n'y a pas de complexe de réplication et il ne se passe plus rien après. Suivante. Donc ça, juste pour vous montrer, j'avais une animation que les différentes protéines du virus sont traduites à partir d'ARN messagers subgénomiques. Et donc, il n'y a pas de processus de clivage protéolytique comme ça se passe, par exemple, pour HIV. Pour HIV, vous avez les différentes protéines de structure du virus qui sont produites sous forme de polypeptides. Ensuite, il y a un autoclivage de la protéase virale HIV. Et ensuite, cette protéase HIV va découper les protéines virales. Donc, les antiprotéases HIV ont une action à la fin du cycle de maturation, mais là, si l'antiprotéase du coronavirus agit en début de cycle et ne permet pas donc la constitution du complexe de réplication. Suivante. Donc voilà, donc vous avez là ce que je vous disais, le cycle, donc les antiprotéases agissent à ce niveau-là. Donc, vous savez qu'il y a différentes antiprotéases qui avaient montré une efficacité in vitro, mais qui n'ont pas montré d'efficacité in vivo, comme le lopinavir associé au ritonavir. Et donc, le Paxlovid, qui a été designé à partir de la structure de la protéase virale, eh bien, empêche, donc coupe le cycle de réplication au tout début. Donc là, je suppose qu'après, on va vous parler des études EPIC-HR et EPIC-SR qui ont été menées chez différents types de patients. Ce qui est clair, c'est que c'est très efficace sur la réplication virale. On a une chute importante de la charge virale. Après, est-ce que c'est efficace en termes d'impact clinique? On va voir. Ensuite, il peut y avoir dans le cycle de réplication des inhibiteurs de la polymérase virale, qui est une ARN polymérase ARN dépendante. Et là, vous avez à votre disposition que des antiviraux qui sont non spécifiques des coronavirus. Donc, on a déjà parlé du remdesivir, le molnupiravir, qui est un inhibiteur nucléosidique, donc qui doit être triphosphorylé pour être actif. Les études de phase 2 et 3, d'après ce que je sais, n'ont pas été très concluantes. En plus, c'est un tératogène potentiel et a été également essayé le favipiravir, qui était assez utilisé comme antigrippal, notamment au Japon, et qui est un inhibiteur de plusieurs virus, qui doit être également donné sous contraception. Et dans les études de phase 3, le critère majeur n'a pas été atteint. Donc, voilà. Suivante. On arrive. Donc, c'était juste pour vous montrer que les protéases anti-SARS-CoV-2 n'agissent pas au même niveau du cycle que les antiprotéases HIV. Sous antiprotéase HIV, le virus HIV produit est un virus qui est déjà pas mal formé, mais qui n'arrive pas à être complètement mature, puisque la capside, la partie verte, ne peut pas correctement se former. Donc, sous antiprotéase HIV, vous avez production de particules virales non infectieuses, non matures. Là, avec le Paxlovid, vous n'avez pas de production du tout. La suivante, pour finir. La conclusion, donc les coronavirus, retenir, ce sont des virus qui ont des particularités biologiques bien particulières. Ce sont des virus qui ont un équipement enzymatique très important. Le cycle n'est pas complètement connu, notamment toutes les interactions avec les protéines cellulaires. Jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment de traitement antiviral vraiment très efficace. Donc, le Paxlovid est le premier antiviral sur lequel on peut fonder des espoirs. On va voir.
Bon, j'en profite juste pour remarquer que pour les infections virales aiguës, le meilleur traitement reste le vaccin et qu'heureusement, on a eu un succès remarquable des vaccins anti-Covid. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Astrid pour cette belle présentation et qui nous éclaire bien sur les mécanismes. C'est à peu près ce qu'on avait compris, mais on a attrapé des choses en plus, c'est ça qui est formidable. On apprend toujours plus. Donc maintenant, on posera les questions tout à la fin, vous pouvez les mettre dans le chat. Et donc je vais passer la parole maintenant à Florian. Tu peux partager ta présentation. Florian Lemaître de Rennes et qui a coordonné pour la SFPT le groupe Suivi Thérapeutique en lien avec le réseau des CRPV, les recommandations de la SFPT sur les interactions médicamenteuses et le Paxlovid, donc plus exactement le ritonavir qui est à l'intérieur, mais aussi le nirmatrelvir. Et c'est vraiment important que la SFPT s'investisse là-dessus. Si vous regardez le RCP, il y a 15 pages de contre-indications et d'interactions médicamenteuses. Donc, je pense que les médecins vont avoir besoin d'aide et que la SFPT fait ce travail est vraiment un travail essentiel pour aider au bon usage de ce médicament. Merci Florian, c'est à toi. Merci pour cette introduction. Alors donc, effectivement, je vais vous parler des interactions médicamenteuses avec le nirmatrelvir ritonavir et on va commencer par quelques généralités sur la pharmacologie de ce médicament. Alors ça, c'est mes liens d'intérêt que vous pouvez retrouver sur ma déclaration publique d'intérêt sur le site ADOC. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec Pfizer, par exemple. Au tout début de cette période, on s'est retrouvé avec des candidats médicaments qui étaient des médicaments pour lesquels on avait des mécanismes putatifs qui étaient des mécanismes dits originaux, pas forcément très convaincants. On n'était pas habitué à avoir des antiviraux qui, en acidifiant le lysosome ou en jouant sur les catepsines ou en modulant le récepteur sigma 1, étaient des antiviraux classiques. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, qu'on ne peut pas avoir de nouveaux mécanismes d'action, mais c'est quelque chose qui déjà nous interpelle un peu et qui nous nécessite qu'on ait des données de confirmation. Et les premières données in vitro ou sur les modèles animaux étaient assez peu convaincantes avec ces médicaments-là. Et puis ces médicaments-là, ils ont pour la plupart une pharmacocinétique qui n'est pas favorable. Et pour le coup, je vous ai mis la petite figure qui est en bas, là, qui est la représentation des concentrations maximales qu'on peut obtenir avec l'ivermectine. Et l'objectif à atteindre étant la ligne bleue pointillée qui est en haut, et vous voyez que jamais à aucun moment avec ce médicament-là, on peut atteindre la concentration cible, même quand on joue un peu sur les paramètres pharmacocinétiques, on s'assure d'avoir une demi-vie plus longue, qu'on met des doses plus importantes, qu'on joue sur le volume de distribution, on est toujours très très loin de la cible qui est la cible potentielle d'efficacité du médicament. Et là, on est en concentration totale. Et donc, en fait, il faut en plus rajouter la liaison protéine plasmatique et raisonner en fraction libre. Et quand on sait qu'il y a 93% de liaison avec l'ivermectine, c'est complètement illusoire de se dire qu'on peut avoir une efficacité avec ce médicament-là. Ensuite, on a eu des essais cliniques initiaux qui étaient de méthodologie pour le moins médiocre. Et puis, finalement, les essais bien faits ont conclu à une absence d'effet de ces médicaments-là. Puis on a eu après une deuxième vague de médicaments, dont fait partie le nirmatrelvir ritonavir, avec un mécanisme antiviral qui nous est mieux connu, plus classique. Et le professeur Vabray vous a présenté le fonctionnement de cet inhibiteur de protéase. Et quand on parle d'inhibiteur de protéase, c'est quelque chose qui nous interpelle un petit peu plus, parce qu'on se dit oui, c'est comme ça que fonctionnent des médicaments qui ont révolutionné la prise en charge de pathologies infectieuses comme le VIH ou le VHC. On a attendu un peu avant d'être complètement convaincu. Les données in vitro et animales se sont montrées positives avec ce médicament-là, et on est en face d'un médicament qui a une pharmacocinétique qui, pour le coup, est atteignable, puisque vous voyez les concentrations simulées de nirmatrelvir. On est très, très largement au-delà de la concentration efficace 90 et même de la concentration efficace qui est 5 fois supérieure à celle-ci, qui était l'objectif qui avait été fixé par les agences de régulation. Et puis, on a obtenu un essai randomisé contrôlé positif sur lequel je reviendrai par la suite. Donc, cet inhibiteur de protéase de la protéase 3C-like du SARS-CoV-2 présente une efficacité certaine avec une concentration efficace 90 qui est relativement faible, efficace sur un certain nombre de coronavirus, le SARS, le MERS et certains autres coronavirus humains, a montré son efficacité dans 2 modèles murins avec une concentration efficace un petit peu supérieure à ce qui avait été démontré dans les modèles cellulaires. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il maintient son efficacité sur le variant Omicron.
comme vous pouvez le voir sur la figure en bas à gauche, que ce soit sur le virus originel ou sur le variant Omicron, avec 0,25 micromolaire de nirmatrelvir, on a une efficacité très importante sur la réplication virale. À la différence, comme vous l'avez vu, les anticorps thérapeutiques qui étaient sur le marché jusqu'à présent marchent de manière assez mauvaise, voire médiocre sur le variant Omicron. Seul le VIR 7831, qui est le sotrovimab, maintient son efficacité et on a une petite perte d'efficacité dont on ne connaît pas encore la traduction clinique pour les Vusheld, c'est l'association des deux AZD. En revanche, le nirmatrelvir seul, il a une pharmacocinétique qui n'est pas favorable, avec des concentrations, un niveau d'exposition qui est assez faible, et on est obligé de l'associer au ritonavir pour obtenir un niveau de concentration qui va être suffisante pour exercer l'effet de cet antiprotéase. Vous voyez qu'avec le ritonavir, on multiplie les concentrations maximales par un facteur 7 et l'exposition, l'air sous la courbe des concentrations, par un facteur 10. Si on voit ce que ça donne avec et sans ritonavir, sans ritonavir, c'est la courbe jaune qui est sur la figure de droite, et vous voyez qu'on est rarement finalement au-delà de la cible de concentration qu'on s'est fixée, alors que quand on ajoute le ritonavir, eh bien, on a des concentrations, un niveau d'exposition qui est largement suffisant pour exercer l'efficacité de ce médicament. Mais évidemment, ce faisant, on va exposer les patients également à un risque d'interaction médicamenteuse. J'en viens maintenant aux essais cliniques qui ont été menés sur le sujet avec une étude de phase 3 en double aveugle, Paxlovid versus placebo, qui avait prévu comme nombre de patients à inclure environ 3000 et qui finalement s'est arrêté un petit peu avant pour raison d'efficacité. Les patients qui étaient inclus dans cet essai, c'était des patients symptomatiques Covid+, à risque d'évolution vers une forme sévère, qui devaient être traités dans les 5 jours suivant les symptômes. La plupart, les 2/3 de ces patients ont été traités dans les 3 jours suivant les symptômes. Le critère de jugement principal, c'était hospitalisation et décès toute cause à J28. Ces patients recevaient 300 mg de nirmatrelvir avec 100 mg de ritonavir matin et soir pendant 5 jours. Et puis, au bout de 700 patients, il y a eu une analyse intermédiaire qui a été faite qui montrait une efficacité clinique qui était assez importante, avec une réduction du risque de survenue du critère de jugement principal de 89%. Alors, depuis l'histoire du molnupiravir, on se méfie un peu des analyses intermédiaires. Donc, on a attendu pour être complètement convaincu d'avoir l'analyse finale. Et l'analyse finale montre un résultat qui est complètement similaire, puisqu'il y a une réduction du risque de 87% de l'atteinte du critère de jugement principal. Quand on regarde en sous-groupe, pratiquement tous les sous-groupes bénéficient du traitement. Et puis, un élément qui était important, c'est ce que je vous ai mis dans le petit encadré bleu, qui est que les patients qui avaient un statut sérologique positif pour le SARS-CoV-2, donc les patients qui avaient déjà été en contact avec le SARS-CoV-2, bénéficiaient tout autant du traitement que les patients qui avaient un statut séronégatif, avec des proportions qui évidemment sont différentes. On passe de 1,52 dans le bras placebo à 0,19 d'atteinte du critère de jugement principal, mais toujours le même niveau de réduction du risque qui est de 87%, avec un effectif de 500 patients à peu près dans chaque bras. Donc, ce qui fait que maintenant, au niveau des traitements curatifs pour la phase précoce de l'infection, on se retrouve avec 4 candidats potentiels. Et si je m'autorise une comparaison beatlesque, on se retrouve avec Paxlovid et sotrovimab, qui sont un peu les McCartney et Lennon du traitement, qui sont donc les plus efficaces, les plus performants. Le remdesivir, qui est un peu George Harrison, celui qui est un peu en retrait et qui est un peu moins connu, un peu sous-coté, mais qui a montré dans l'étude Pinetree qui était aussi un candidat intéressant. Et puis le molnupiravir, on est clairement sur du Ringostar, c'est beaucoup moins performant. On lui donne des chansons, mais elles sont déjà écrites. Et lui, clairement, on ne va pas l'utiliser, a priori, maintenant qu'on a ces 3 candidats beaucoup plus sérieux. Pour le Paxlovid, on aboutit à une AMM conditionnelle et un accès précoce le 27 janvier. Et donc, une possibilité d'utiliser le médicament dès qu'il sera sur le marché. Hier matin, en tout cas, on n'en avait pas encore en France, puisqu'on avait un candidat potentiel ici à Rennes et on n'a pas pu trouver de médicament encore. Alors, quelques limites de ces études qu'il faut souligner. On avait exclu les patients qui étaient déjà infectés, les patients vaccinés. Et évidemment, ça va quand même être le gros du contingent maintenant
des patients. L'effectif reste modeste, hein, seulement un peu plus de 2000 patients inclus, donc des incertitudes sur le profil de sécurité. Il faudra évidemment faire un suivi des effets indésirables de manière systématique. Des patients qui, dans cet essai, étaient des patients jeunes, avec une moyenne à 46 ans. Très peu de patients au-delà de 65 ans, et on sait que ça ne va pas tout à fait la cible, évidemment. La majorité de ces patients étaient en surpoids, avec 37% des patients avec un IMC au-delà de 30, 12% de diabétiques, et chose importante, moins de 1% de patients immunodéprimés. Or, ça risque d'être des candidats chez nous au traitement. 98% de delta, puisque l'essai a été mené à l'époque où delta était majoritaire. Et puis la grosse problématique, la grosse limite dont on va parler, c'est les interactions médicamenteuses avec le rôle du ritonavir. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de données sur les interactions médicamenteuses? Dans le dossier, on a 2 études qui ont été conduites et qui ont été proposées dans le cadre de ce dossier d'autorisation de mise sur le marché, qui sont une étude d'interaction avec la carbamazépine, qui est un inducteur puissant, enzymatique, et puis une autre avec l'itraconazole, qui est un inhibiteur enzymatique du cytochrome 3A4 puissant. Les résultats montrent qu'avec la carbamazépine, il y a une diminution très importante de l'exposition du nirmatrelvir, plus de 50%, et ce qui va conduire à une contre-indication d'utilisation avec tous les inducteurs enzymatiques puissants. Et en revanche, avec l'itraconazole, on voit qu'on a une petite augmentation de l'AUC de l'ordre de 40%, mais qui n'est pas extrêmement préoccupante ni très pertinente cliniquement. Et donc, vraisemblablement, même avec des inhibiteurs qui sont puissants, on peut l'utiliser. Le fait d'avoir déjà un blocage par le ritonavir qui est important fait qu'il n'y a pas un ajout très important de la comédication par d'autres inhibiteurs. En attente, on attend des résultats sur le dabigatran et le midazolam, mais on a déjà un peu les idées claires sur ce sujet, puisqu'il y a déjà des études d'interaction qui ont été menées dans d'autres pathologies avec ces 2 médicaments-là. Donc, on ne sera pas, à mon avis, très surpris par ces études d'interaction. Le ritonavir qui nous pose problème dans cette association, puisque c'est à la fois intéressant de l'avoir comme booster, mais en même temps, il va générer une problématique d'inhibition du métabolisme ou du transport d'autres médicaments qui peuvent être associés au Paxlovid. C'est un inhibiteur très puissant du cytochrome 3A4, comme vous pouvez le voir sur cette figure. Lorsqu'on l'associe au midazolam, on multiplie par 11 l'AUC, l'air sous la courbe des concentrations de midazolam. Et là, on est dans une petite étude où il y avait uniquement 100 mg de ritonavir et pas 200 mg comme vont recevoir les patients qui auront le Paxlovid. Donc, on a des amplitudes d'interaction qui peuvent être très importantes. C'est aussi un inhibiteur du cytochrome 2D6, plutôt modeste. Franchement, on ne s'attend pas à de grandes interactions de ce côté-là. Du cytochrome 2C8, et puis en parallèle, c'est aussi un inducteur enzymatique du cytochrome 1A2, du 2C9 et du 2C19. Il inhibe aussi des protéines de transport comme la PGP et la BCRP, et puis il est inducteur des UGT, notamment de l'UGT1. On estime qu'avec 200 mg, 100 mg matin et soir, on va avoir quasiment le maximum de puissance qu'on puisse avoir avec le ritonavir. Il n'y a sans doute pas beaucoup d'inhibition complémentaire au-delà de 200 mg. À côté du 3A4, ce qui souvent nous pose problème, c'est la P-glycoprotéine, la PGP. Et là, en revanche, avec le ritonavir, on ne s'attend pas à de grandes amplitudes d'interaction avec la PGP, puisqu'on a déjà des données dans le VIH et dans le VHC qui montraient que quand on l'associe à un substrat type comme le dabigatran, les concentrations ne bougent pas beaucoup. Si vous regardez sur la figure de droite, vous avez le tracé bleu qui est le dabigatran administré seul et le tracé rouge, le dabigatran avec le ritonavir administré de manière simultanée. Et on voit qu'il y a une petite augmentation de l'exposition, mais qui reste extrêmement modérée et qui ne pose pas de problème. À nouveau, on est dans une étude d'interaction avec 100 mg une seule fois par jour, et donc on aura des données complémentaires avec les études d'interaction qui sont demandées dans le cadre de l'AMM, mais on ne s'attend pas, au moins au plan intestinal en tout cas, à des grosses variations de concentration avec les substrats de la PGP. Donc c'est vraiment essentiellement le cytochrome 3A4 qui va nous poser problème. Si on fait un peu la balance des plus et des moins de ce traitement par Paxlovid, ce qui va nous préoccuper, comme je le disais, c'est vraiment ce qui est substrat fort du cytochrome 3A4, médicament à marge thérapeutique étroite. Côté moins, on risque d'avoir une amplitude d'interaction importante avec ce blocage
enzymatique par le ritonavir. On a assez peu d'informations sur les populations qui vont recevoir ce traitement, puisque c'est dans les essais cliniques pas la même population que celle qui va être la population éligible au traitement. Elle n'a pas été inclue dans ces essais. Le médicament est pour le moment contre-indiqué sur 2 plans, l'insuffisance rénale sévère, alors qu'il y a quand même une petite cohorte de patients qui a été étudiée dans le dossier. Et en revanche, les insuffisants hépatiques sévères, il n'y avait vraiment aucune donnée. Donc, cette absence d'informations suffisantes a amené à la contre-indication. Quelque chose qui peut être vu comme un aspect négatif, en tout cas dans la gestion du risque d'interaction, c'est le fait que le médicament soit en ville et que du coup, il n'y a pas un pilotage qui est fait depuis l'hôpital, depuis un centre spécialisé. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui pose, à mon avis, problème. Et s'il y avait un pilotage, on serait sans doute un peu plus rassuré. Et puis, il y a le contexte inflammatoire de l'infection à Covid, qui est quand même quelque chose qui a montré que c'était un facteur qui se surajoutait au phénomène d'inhibition enzymatique et qui pouvait entraîner des augmentations de l'exposition des médicaments lors de l'infection. Côté positif, on a quand même un médicament pour lequel on a pas mal de données dans la littérature. Les interactions sont assez documentées avec ce médicament-là. On a une durée de traitement qui est relativement courte. Ce n'est pas la même chose de traiter un patient pendant 5 jours avec du ritonavir que de le traiter de manière plus prolongée. Donc, on peut avoir des stratégies qui sont différentes. On a vu que l'efficacité était conservée chez les patients qui étaient séropositifs pour le SARS-CoV-2. Et on a un profil de sécurité qui est jusqu'à présent relativement favorable, avec peu de signaux de sécurité qui ont été identifiés dans les essais. Le problème de l'inflammation dont je parlais tout à l'heure, on peut se demander dans quelle mesure cette inflammation va être importante à la phase initiale du traitement. Plus on va traiter le patient vite, moins sans doute on aura une inflammation qui sera importante et donc moins d'effets d'amplitude d'interaction comme on a pu le voir dans les phases tardives de l'infection. J'en viens maintenant à la stratégie qu'on a employée pour les recommandations qu'on a fait au nom de la Société française de pharmacologie et thérapeutique et du groupe pharmacologie de la NRS, maladies infectieuses émergentes. Donc, on a essayé de catégoriser les médicaments dans 4 groupes différents. Les médicaments qu'on pouvait utiliser avec le nirmatrelvir ritonavir sans aucune modification de posologie. Les médicaments pour lesquels il y avait une contre-indication où on pensait que ce n'était pas raisonnable de les associer avec le Paxlovid. Les médicaments qu'on pouvait suspendre pendant la durée du traitement antiviral, et puis les médicaments qui vont nécessiter un avis spécialisé pour lesquels il faut une adaptation de posologie qui soit précise. Et là, on est dans une situation où c'est vrai qu'un pilotage par des gens qui ont l'habitude de ça est quand même un bénéfice pour les patients. On a travaillé avec donc 5 autres collègues, 6 rédacteurs sur le sujet et 11 personnes qui nous ont aidés pour la relecture de ce tableau, qui aboutit à une première version le 27 janvier 2022. Je vais donc essayer de vous montrer quelques exemples pour chacune de ces catégories. Première catégorie, les médicaments qui sont utilisables avec le Paxlovid sont des médicaments qui n'ont pas de métabolisme passant par les cytochromes. Et pour le coup, on ne s'attend pas du tout à avoir de variation de concentration importante. Ou alors, c'est des médicaments pour lesquels il peut y avoir une variation de concentration, mais on sait qu'ils présentent une marge thérapeutique qui est large et on ne s'attend pas en 5 jours à avoir des effets cliniques indésirables qui posent problème. Ces médicaments, on les a classés dans une case verte où on pouvait maintenir la posologie pendant le traitement et autoriser le traitement de Paxlovid avec la comédication. Le deuxième groupe de médicaments, c'est les médicaments qui sont contre-indiqués avec le Paxlovid ou qui ne doivent pas être associés. Alors, il y a cette contrainte médico-légale qui est dans le RCP qu'on s'est astreint à ne pas transgresser. On s'est dit que voilà, à partir du moment où le RCP mettait une contre-indication, ce n'était pas à nous de dire qu'on pouvait quand même utiliser le médicament, même si dans certains cas, on sait qu'il y a sans doute des stratégies d'adaptation de traitement qui pourraient intervenir, comme avec l'amiodarone. Il faut noter quand même que ces contraintes en termes de contre-indication, elles viennent essentiellement du RCP du Norvir qui date de 1996, qui n'a pas été réévalué, ou quasiment pas depuis, et pour lequel on n'a pas agrégé les nouvelles connaissances en termes d'interaction médicamenteuse. Donc, il y a vraiment des choses qui sont un peu surprenantes dans les contre-indications qui sont proposées. Mais on a décidé de maintenir ces médicaments dans le cadre de la contre-indication. C'est des médicaments pour lesquels on peut s'attendre à une variation d'exposition qui est importante. Et ce qu'on dit dans les interactions médicamenteuses, en général, c'est une AUC au moins multipliée par un facteur 5. Souvent, ce sont des substrats du 3 à 4, pour lesquels il peut y avoir un risque d'effet indésirable qui est grave. Et l'exemple type, c'est la colchicine.
C'est des médicaments aussi où il peut apparaître une addition d'effets pharmacodynamiques, et ce qui est assez préoccupant, c'est les allongements de QT. Là, c'est le cas de la kétiapine. Et puis, on l'a vu avec la carbamazépine, les inducteurs puissants du cytochrome 3 à 4, pour lesquels là, on ne peut pas interrompre le traitement, parce que de toute façon, l'induction, elle continue dans le temps, même après la suspension de l'inducteur. Et donc, on se retrouve dans une situation où les concentrations de nirmatrelvir pourraient baisser, et donc exposer le patient à un échec de traitement antiviral. Donc, tous ces médicaments-là sont dans la case de la contre-indication à l'association avec le nirmatrelvir-ritonavir. Ensuite, il y a des médicaments qui peuvent être suspendus pendant la durée du traitement antiviral. C'est des médicaments qu'on a jugés comme étant non indispensables pendant une période courte, autour d'une semaine, pour lesquels on ne s'attend pas à un effet clinique important lié à cette suspension, pas d'effet rebond, notamment aussi pour certains d'entre eux. Et là, le cas très classique, c'est les inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase, les statines, pour lesquels on peut sans doute suspendre le traitement pendant une semaine sans faire prendre de risques à notre patient. Et en particulier, il y a une contre-indication de toute façon pour ces statines qui sont très substrats du 3 à 4, que sont la simvastatine et la lovastatine. Donc là, on a mis comme recommandation d'interrompre le traitement pendant la durée du traitement par Paxlovid, et puis de la reprendre à J8 une fois que l'inhibition était levée. Et puis, il y a la dernière catégorie de médicaments. Cette catégorie de médicaments, c'est les médicaments qui vont nécessiter un avis spécialisé, pour lesquels on va pouvoir proposer une adaptation de posologie ou une suspension temporaire et une reprise adaptée au traitement. Ces médicaments-là, si on les arrêtait au cours du traitement antiviral, il y aurait une perte de chance pour le patient, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et pour autant, peut-être que pour ces patients-là, le Paxlovid est la meilleure option dans le cadre de leur infection à Covid, et donc il faut pouvoir leur faire bénéficier aussi de ce traitement. L'idée, ça a été d'essayer de trouver les adaptations de posologie qui nous permettaient de maintenir le même niveau d'exposition pendant le traitement antiviral qu'avant le traitement antiviral. On s'est appuyé sur les études d'interaction qui étaient publiées avec le ritonavir dans le cadre du VIH et du VHC, voire de temps en temps, on s'est appuyé sur les études d'interaction avec le kétoconazole, qui a une puissance d'inhibition sur le cytochrome 3 à 4 qui est relativement voisine de celle du ritonavir. On a utilisé les paramètres pharmacocinétiques classiques qui pouvaient nous aider à préciser un peu les stratégies, l'AUC, le volume de distribution, la constante d'élimination de ces médicaments-là. Et à partir de là, on a essayé de travailler sur des adaptations de posologie ou une durée de suspension de ces comédications pendant un temps donné. Et puis, ça nous a permis aussi de discuter un peu des modalités de reprise du traitement, qui est une autre question importante sur laquelle je vous montrerai une petite diapo à la fin. Donc, le cas typique pour ces médicaments-là, c'est les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, pour la plupart, sont des substrats des cytochromes, notamment du cytochrome 3 à 4 et 3 à 5, éventuellement de la PGP. Et c'est des médicaments qui vont beaucoup bouger lorsqu'ils sont associés au ritonavir. Et ça, c'est assez connu. Et donc, il a été possible à partir des paramètres pharmacocinétiques qu'on a pu extraire de la littérature, de faire des simulations comme celle que je vous montre ici, où on a recherché quel était le meilleur compromis pour l'utilisation du tacrolimus, en l'occurrence, et essayer de trouver une stratégie qui permette, sur les 5 jours de traitement par Paxlovid, de maintenir une AUC qui est quasiment identique à celle que présentait le patient avant. Et donc, on voit que là, avec cette simulation d'un patient qui reçoit 6 mg 2 fois par jour, en lui donnant une petite dose de tacrolimus le premier jour et puis en arrêtant le traitement, on se retrouve avec une AUC sur 5 jours qui est différente, très peu différente de celle qu'il avait sur les 5 jours précédents, de l'ordre de 10%. Et puis, ça nous permet aussi de travailler un peu sur la stratégie de reprise, avec une reprise qui va être progressive du traitement sur les 3 jours suivants. On se retrouve avec des AUC sur 24 heures qui sont identiques quasiment à celles qu'avait le patient avant. Pour le tacrolimus, qui est quand même vraiment le médicament un peu difficile à manier, puisque il a une AUC qui est multipliée à peu près par 40 lors de l'association au ritonavir. Il y a des formes à libération immédiate et des formes à libération prolongée. On a pu, avec Caroline Monchot et Yannick Lemeur, qui ont travaillé aussi avec nous sur la partie correspondance avec la Société francophone de transplantation, qui va mettre des recommandations sur le sujet et qu'on essaye de maintenir de manière identique entre nous et eux, proposer cette approche, une première approche qui était pour les patients à très à risque de faire un rejet, des patients à fort risque immunologique ou en début de greffe. On a proposé une suspension du traitement de tacrolimus 12 heures avant la première prise de Paxlovid, puis après une petite dose à J1 qui est de l'ordre de 1/8 de la dose journalière, puis arrêt et une reprise progressive après du traitement.
Ça, c'est si on veut vraiment maintenir l'exposition le plus identique à ce qu'on avait avant. Deuxième option. Il va falloir accélérer un petit peu, Florian, parce qu'on va dépasser le temps, on n'aura pas le temps de discuter. D'accord, j'ai quasi fini. Il y a une autre possibilité qui était de suspendre carrément le traitement pendant la durée du traitement par Paxlovid. Ça permettait d'avoir une AUC qui était plus faible, ce qui peut être recherché éventuellement dans certains cas, et pas faire trop prendre de risques pour les patients qui sont à faible risque immunologique. Comment est-ce qu'on reprend le traitement? On s'est appuyé sur cette publication qui montre qu'il y a une récupération progressive de la capacité de métabolisme par le 3 à 4, 50% au bout de 24 heures, 75% à 48 heures, et on est quasiment revenu au niveau basal au bout de 3 jours. Donc, on peut reprendre progressivement en utilisant ces informations. Le suivi thérapeutique dans cette optique-là, en particulier avec les immunosuppresseurs, est intéressant parce qu'il nous permet de sortir de cette approche qui est une approche de population pour aller vers une approche individuelle pour l'adaptation de posologie. Et on est dans un contexte où les patients sont en ville, donc il faut utiliser des approches, par exemple, par micro-prélèvement pour pouvoir avoir accès à ces prélèvements. Et donc, je termine avec cette diapositive qui est donc la synthèse un exemple de ce que donnent nos recommandations thérapeutiques. Et on travaille sur une deuxième version là, actuellement pour essayer de faire les derniers ajustements pour que ça soit accepté par l'ensemble des gens qui ont travaillé sur le sujet. Donc, vous avez ces tableaux qui sont accessibles sur le site de la SFPT. Et puis, nos collègues ont même développé un petit module de recherche là, qui permet de taper le nom du médicament et d'avoir ce qu'on a proposé comme modification thérapeutique éventuelle. Voilà, je vous remercie. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Florian. Donc, on va passer aux questions là. C'est un énorme travail qui a été fait. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour faire ces recommandations qui sont importantes. Après, il va falloir voir comment est-ce qu'on les diffuse. On les diffuse sur le site de la SFPT. Pour les médecins qui vont avoir des difficultés, je pense qu'ils auront toujours le recours à la mission d'information qui est assurée par les centres régionaux de pharmacovigilance qui ont une permanence téléphonique et qui peuvent répondre pour tous les médecins qui ont des problèmes. Charge au CRPV de dispatcher vers leur laboratoire et en fonction des organisations locales de qui va répondre et faire l'assistance aux médecins pour l'adaptation des posologies et les conseils de prescription. Ça va dépendre des villes et je pense qu'on a une permanence téléphonique. Les numéros de téléphone de tous les CRPV sont connus et c'est à mon avis eux qui doivent être en première ligne, au moins pour la première réponse aux appels qui t'a dispatché sur le labo. Y a-t-il des questions dans la salle? Je vois qu'Antoine Coquerel qui posait une question sur la contre-indication avec la rifampicine. Ne risque-t-on pas d'être en perte de chance et ne devrait pas être classé en catégorie 4? C'est une contre-indication absolue, hein. De toute façon, avec la rifampicine, donc on ne donnera pas les patients qui sont traités par rifampicine pour une tuberculose ou pour une infection ostéo-articulaire, ils ne pourront pas bénéficier du Paxlovid. Là, il n'y a pas de possibilité d'adaptation. Oui, de toute manière, là, à ce moment-là, c'est le Paxlovid qui sera inefficace. Hein, donc, quand on voit sa sensibilité aux enzymes. D'autres questions pour Astrid, peut-être Moi, j'ai une question pour Astrid. Astrid, donc on voit bien que la cible moléculaire, en fait, elle semble idéale parce qu'avec MPRO, parce qu'on va agir très tôt dans le cycle de réplication virale. Est-ce qu'on peut s'attendre à des effets off-target qui pourraient induire des effets indésirables inattendus, rares? Alors, ça a été vraiment designé sur la protéase virale qui, vous avez vu, a une activité vraiment spécifique. Par contre, il y a des homologies et avec les protéases cellulaires. Donc, on pourrait imaginer avoir des effets sur certaines de nos protéases, mais les traitements vont être courts. Donc, c'est ce qui a été dit. En fait, on a l'expérience des antiprotéases en virologie uniquement avec des infections chroniques type hépatite C et type HIV, où là, la difficulté, c'est le fait d'avoir, on va dire, un traitement prolongé. Donc là, je dirais non, on n'en voit pas, en tout cas, comme ça. Donc, c'est quand même une cible qui est très, très pertinente. Je voudrais rajouter qu'il n'y a aucune raison que ce Paxlovid ne soit pas efficace chez des gens qui sont séropositifs, puisqu'on s'en fout en fait qu'ils soient séropositifs. C'est une antiprotéase qui agit quand la protéase virale est là, donc quand l'infection est là. Or, on sait qu'on peut être infecté, on peut être réinfecté même avec une sérologie positive. Donc, ce n'est pas un plus
je ne vois pas pourquoi ça serait un plus. Donc, bien évidemment, on va avoir une sérologie positive. De toute façon, on n'est pas capable de différencier les anticorps dirigés contre les différents variants. Donc, ça va être comme les autres virus respiratoires. On va très rapidement avoir une sérologie positive très tôt dans la vie, en tout cas en termes d'IgG. Et puis après, on va se réinfecter. Et c'est pas gênant. Ce qui ne va pas être gênant non plus, c'est les différents variants qui vont arriver, puisque la diversité est essentiellement portée par la protéine S et très peu par la protéase, qui est une protéine très conservée. Le risque, peut-être, c'est que ce soit tellement efficace, tellement pointu, que ça génère des mutants résistants très vite. Puisque il est clair qu'un antiviral, plus c'est efficace, plus ça génère rapidement de mutants résistants, car dans la quasi-espèce virale, vous inhibez 99,9% des virus présents, et il y en a toujours un qui sera là. Donc, à part ça, non, c'est quand même assez idéal d'avoir du drug design sur ce type d'enzyme qui est vraiment spécifiquement viral, même si elle a des homologies avec les nôtres. Après ça va quand même être très difficile à donner, moi je pense. Merci. Une question de Rada Mirmont, savoir si Florian a des questions sur le ritonavir à 100, des résultats sur les études sur le rito à 100. En termes de risque d'interaction par rapport à 200, c'est ça la question? Ouais. Bah, il y en a plein en fait, parce que dans la littérature avec le VIH, il y a des combinaisons où il n'y a que 100 mg de ritonavir. Avec le VHC, il y avait aussi des combinaisons où il n'y avait que 100 mg. Donc, il n'y a pas de grosse différence attendue avec 200. On gagne un petit peu en termes d'inhibition, mais 100 mg, ça inhibe déjà pas mal le cytochrome 3 à 4. Et il y a notamment le groupe de patients avec une insuffisance rénale modérée qui va recevoir une demi-dose, 150 mg de nirmatrelvir, mais qui recevra quand même 100 mg le matin et 100 mg le soir. Ce n'est pas pour autant qu'on diminue les 50 mg. Il y a une question, y a-t-il un risque à court terme d'utiliser le Paxlovid en monothérapie avec des mutants résistants? Y a-t-il un bénéfice à attendre une bithérapie d'emblée, Paxlovid, sotrovimab? Qui veut répondre? Pour les mutants résistants, mettre des anticorps vous avez vu, les anticorps monoclonaux, c'est compliqué parce que là, franchement, les variants naturels peuvent être rapidement impactés. Par contre, j'ai vu que Jean-Jacques Parianti était dans le chat et qui disait synergie possible avec un inhibiteur non nucléosidique, thème le remdesivir. Oui, à l'instar de ce qu'on fait pour l'HIV. Encore une fois, ce qui va être déterminant, c'est la capacité pour le virus à sélectionner des mutants, en sachant, la durée de traitement, c'est 7 jours, 7 à 10 jours. Je ne sais pas s'il sera utilisé dans certaines formes hospitalisées où il faut aider le patient à assurer la clearance du virus. Mais il est clair qu'un antiviral pointu, hyper efficace, ça sélectionne rapidement des mutants résistants. Moi, je suis plutôt une association avec un NUC plutôt qu'avec les anticorps monoclonaux, parce que voilà. Est-ce qu'on va regagner un effet du molnupiravir dans ce cas-là? Jean-Jacques, il pensait plutôt au remdesivir oral. Le molnupiravir, moi, je ne sais pas, j'ai vu quand même que c'était potentiellement tératogène, donc si ça nécessite une contraception, c'est c'est encore plus compliqué. Donc, je sais bien que c'est les hommes qui sont surtout à l'hôpital et qui sont atteints du Covid, mais quand même. Du coup, non, moi, je vois le molnupiravir, je le vois assez bien enterré, mais voilà, plutôt le remdesivir. Il faut encore qu'il montre qu'il est efficace par voie orale. De toute manière, là, on n'a pas d'effet chez la femme enceinte. Attention, pour le Paxlovid, c'est contre-indiqué chez la femme enceinte pour l'instant aussi. Donc, je pense qu'il y a des précautions à prendre. Ouais. Francesco Salvo qui pose sur l'intérêt du Paxlovid chez les patients vaccinés, parce qu'effectivement, c'était des non-vaccinés qui étaient dans l'essai clinique, même s'il y avait 30% qui avaient des anticorps. Y a-t-il une raison de penser que ça va agir différemment? Je crois que vous avez répondu en partie. Non, parce que
voilà, on s'en fout qu'il y ait des anticorps ou pas. En fait, le Paxlovid agit tant qu'il y a la protéase virale, donc tant qu'il y a le virus qui rentre dans les cellules. Donc, ça peut être une réinfection avec d'autres variants. Donc, la sérologie, de toute façon, je veux dire, au fur et à mesure où on va s'avancer dans le temps, là, la sérologie, on va de moins en moins l'utiliser. On va peut-être utiliser un corrélat de protection pour les vaccinés, mais c'est tout. Donc, non, le fait que la sérologie soit positive, aussitôt que vous rencontrez un SARS-CoV-2, vous avez une sérologie positive et puis vous allez être régulièrement réinfecté. Donc, moi, je ne vois pas où est l'impact. C'est même presque un critère de choix, hein, je dirais, là, pour l'instant, Paxlovid versus Sotrovimab. On aurait plutôt tendance à aller vers Paxlovid parce qu'on a plus d'informations chez ces patients qui ont déjà des anticorps, finalement. Ouais, c'est comme ça que je le vois. En fait, oui. Oui. En fait, le Sotrovimab, moi, ce que je vois, c'est que les anticorps monoclonaux, je pense que c'est surtout destiné aux gens qui ne répondent pas à la vaccination. C'est très difficile à donner. C'est beaucoup de greffés. Enfin, vous voyez que la prescription est restreinte pour les anticorps monoclonaux. Et pour le reste, il faut que les gens se vaccinent. Le vaccin, ça marche très bien. Donc, ça va être pour les gens qui n'ont pas d'anticorps anti-S, qui ne sont pas répondeurs ou très peu répondeurs. Donc, ils ne vont pas être gênés. Est-ce que dans les différents variants qui existent, on a des variants sur l'enzyme cible? Non. Alors, la protéase, la protéase, non. Il y a peut-être des petites variations nucléotidiques, mais c'est hautement conservé parce que tout ce qui est vraiment hyper utile au virus pour se multiplier est conservé. Et vous avez vu que c'est quand même très proche de la protéase du SARS-CoV-1, donc celui de 2003, quoi. Et même, donc probablement, ça serait actif sur les SARS-bécovirus. Est-ce que c'est actif? Je ne sais pas s'ils l'ont essayé sur le MERS-CoV, peut-être in vitro, je ne sais pas. Là, bon, à voir, mais en tout cas, non, c'est vraiment une cible, très bien. Hein. Après, on n'est pas dans une infection chronique. Et la difficulté des antiviraux, pour les infections aiguës, c'est qu'il faut être rapide. Il faut que ce soit confirmé sur le plan virologique, alors que la clinique, elle ressemble à n'importe quoi, du Covid. Enfin, ce n'est pas du tout spécifique. Et les traitements antiviraux sont des traitements virostatiques, donc il faut agir vite. Vous voyez un petit peu le plus par exemple, de l'oseltamivir pour la grippe, qui est un antiviral spécifique qui agit contre la neuraminidase grippale et qui doit être quand même donné très tôt si on veut voir un effet. Et même dans les études cliniques, quand vous voyez l'endpoint, là c'est l'hospitalisation, mais déjà pour voir si vous avez une amélioration clinique, c'est hyper dur dans les infections aiguës. Donc, l'impact du Paxlovid, c'est ça, c'est comment il va être donné. Sinon, la cible est bien, c'était la bonne cible. Il y a une question de Sylvie Burnouf, qui est d'APM, qui nous pose la question de savoir, elle n'a pas très bien compris, quels pourraient être les critères permettant de définir les patients parmi les vaccinés qui pourraient bénéficier du Paxlovid. Bon, je pense que c'est dans l'AMM, à savoir, c'est ceux chez qui le vaccin a des chances de ne pas d'être efficace, première chose, et deuxième chose, qui sont à haut risque de faire des hospitalisations, des formes graves. Donc, volontiers des immunodéprimés, choses comme ça, malheureusement, ils n'étaient pas dans les essais cliniques. Donc, on extrapole l'efficacité dans cette population, mais je n'ai pas de données. Est-ce que vous avez des choses à dire en plus? L'idée, c'est que quand on diminue la charge virale, on évite l'évolution vers la forme grave. Alors, ça veut dire que la charge virale serait un facteur pronostic de l'évolution sévère. L'idée, c'est que plus il y a de virus, moins c'est bon. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça a été bien montré dans la French Cohort Covid chez les hospitalisés, où plus vous avez de virus, moins vous évoluez bien. Je ne sais pas si ça a été montré de façon aussi flagrante chez dans les autres, chez les patients non hospitalisés. Mais l'idée, c'est ça, c'est aider l'individu à obtenir la clearance virale, donc à éliminer le virus avant que ça ne dégénère. Il y avait une question sur le Tamiflu. Dans le cadre d'une association, un doute sur la grippe associée. Bon, je vois pas trop de problème. Et puis, le Tamiflu, son efficacité est quand même
un peu modeste, on va dire ça comme ça. Bah oui, mais ça risque d'être pareil pour le Paxlovid, hein, parce qu'il faut le donner très très tôt. Parce que le Tamiflu, c'est spécifique antigrippal et c'est une bonne cible aussi, la neuraminidase grippale. Mais il faut le donner très tôt. C'est un inhibiteur d'entrée, hein, donc ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes. Ce n'est pas vraiment un inhibiteur d'entrée, c'est plutôt oui, d'entrée. Ça détruit, mais la neuraminidase, elle agit en détruisant les récepteurs, les acides sialiques. Oui. Mais, Astrid, j'ai un truc je peux partager l'écran là parce que la question de la relation entre la charge virale en ambulatoire et l'efficacité clinique, j'ai un truc à vous montrer si ça vous intéresse. Hein. Je peux partager plaisir. Oui, surtout que moi, je n'avais pas la notion qu'il y avait une diminution de charge virale. Alors regardez, vous voyez ou pas là? Oui, très bien. Merci. Donc là, on a fait ce travail où sur l'axe des X, vous avez la diminution de la charge virale en log dans les études en ambulatoire uniquement de phase 2 et de phase 3 qui inclut en rouge les antiviraux et en vert les anticorps, les cocktails d'anticorps monoclonaux. Là. Et sur l'axe des Y, on a rapporté la taille de l'effet sur la diminution de la charge virale. Et donc, ce résultat qui n'est pas publié, hein, c'est des données préliminaires, on voit bien qu'on a un R carré à 53. Donc, il existe clairement une relation entre la baisse de la charge virale précoce en log sur des… Alors, c'est un peu paradoxal parce que c'est la charge virale des alvéoles pulmonaires qui emmène en hospitalisation, alors que là, dans les essais, souvent, hein, c'était le cas dans les études sur les anticorps monoclonaux, c'est des swabs nasopharyngés, hein, mais il existe quand même une corrélation, on le voit, hein, 50% de la détermination du risque d'hospitalisation est drivée par cette baisse de la charge virale. Et alors, on s'est amusé dans ce travail à voir, la FDA dit c'est bien pour les études de phase 2. On a essayé de voir un cut-off. Donc là, sur la base de ces 13 essais randomisés, une charge virale supérieure à 0,37 log représentait le surrogate threshold effect, c'est-à-dire qu'au-dessus de 0,37 de baisse de charge virale, on peut s'attendre, hein, à un effet sur le risque d'hospitalisation. Je m'excuse, hein, ce n'est pas publié, mais comme Astrid en a parlé, j'ai profité d'avoir le public pour partager nos données originales. Merci. C'est des swabs, ça? Parce que c'est l'alvéolaire qui était censé des swabs plus que le nasal. Ça, c'est que des swabs nasopharyngés. Ok, d'accord. Donc, il y a quand même un effet. Des prélèvements hétérogènes, hein, je le répète. Donc, si on n'a pas de charge virale normalisée… Oui, d'accord, mais tu sais, c'est l'effet, tu sais, comme c'est des essais randomisés, tu vois, on peut penser que tu compares quand même avec les mêmes méthodes au sein du même essai, quoi. C'est ça. Puis c'est souvent des phases de l'industrie, donc c'est quand même bien fait. Merci beaucoup. Alors, on a une dernière question, c'est a-t-on une idée du prix du médicament, du Paxlovid? Je crois que c'était autour de $2000, me semble-t-il, le traitement. J'avais lu ça quelque part, mais je ne sais pas ce que ça va donner pour l'instant, en Europe et en France. On n'a pas le prix, hein, c'est ça? Je ne crois pas, non. Fixé. Ok. Eh bien, écoutez, nous arrivons pile à quelques 2 minutes de retard. Dernière question de Pierre, là, Pierre Marquet, éventuellement, vite fait. Traduction en anglais du tableau de la SFPT, Florian, why not? On pourrait faire pour thérapie, puisqu'on doit faire une version thérapie, on peut peut-être la faire en langue anglaise directement. Ce serait très bien, Florian, effectivement, de le prévoir en anglais pour une diffusion beaucoup plus large. On va stabiliser la version française d'abord, c'est ça? Oui, on peut faire les deux, comme pour les ateliers de chien. Demander à… OK. Et par contre, il faut que ça soit publié assez vite. Une fois que vous ayez stabilisé les V2, V3, voilà. Bon, merci à tous. Jean-Luc, un mot de conclusion peut-être, ou Vincent? Non, ben, merci à tous pour votre participation. Je pense qu'on fera des webinaires encore lorsqu'il y aura des actualités brûlantes comme celle-ci. Et puis, consultez le site de la Société française pour avoir tous les documents à jour avec les dernières versions. Bonne journée à tous. Et merci à nos deux orateurs pour les présentations très brillantes. Très pédagogiques. Merci à tous. Merci bien. Merci, Au revoir. à bientôt. Au revoir.